Heureux de vous retrouver cette semaine dans Minute d'Actu. Ensemble, découvrons les titres. L'opération Coup de poing se poursuit à Brazzaville. Une centaine de jeunes interpellés le temps d'une descente musclée des forces de police et de gendarmerie à Kombo et Mikalo. Toujours en titre, nous parlerons de la coopération entre la Chine et l'Afrique à travers le regard de la jeunesse du continent qui estime que la dite coopération ne favorisait pas seulement un modèle économique gagnant-gagnant, mais qu'elle approfondissait également la compréhension mutuelle et l'amitié entre les peuples. Le temps de la transition. Mesdames et messieurs, je vous retrouve dans le développement. Direction Brazzaville, où forces de police et gendarmerie poursuivent l'opération Coup de poing. Les quartiers ciblés ont été Kombo, à dos de la CNRTV, et Mikalo, zone 5 février, où pas moins d'une centaine de jeunes femmes et hommes ont été interpellés. Le colonel-major de police, lui, Landungoyo, commandant territorial des forces de police de Brazzaville, au micro de nos confrères de la chaîne nationale. Pour la journée d'aujourd'hui, nous avons interpellé 119 dont 2 jeunes filles. Il faut dire que l'objectif est atteint. Les parents doivent comprendre que nous sommes là pour leur sécurité. Notre but, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de gros banditisme dans la vie de Brazzaville. Souvent, les parents ont tendance à dire que non, l'enfant n'a rien fait, bon, il est parti dans une pharmacie acheter les produits, mais ce n'est pas la peine de nous raconter des bobards. Nous interpellons ceux qui sont dans le milieu du gros banditisme. Nous demandons aux gens de Congolais de rester tranquilles, de s'occuper de leurs études, que d'aller dans les déboires, aller consommer la drogue et tout ça. Ce n'est pas du tout bien. De Brazzaville à Libreville, il n'y a que la frontière qui sépare. Le Gabon, justement, où le général Brice Oligui Nguema a célébré vendredi, avec plusieurs inaugurations et une grande parade militaire, le premier anniversaire du putsch qui a achevé le long règne des Bongo et qui l'a en même temps porté au pouvoir. Nathalie Barche de VOA Afrique. Le président de la transition, Brice Oligui Nguema, a prononcé un discours à la veille du jour anniversaire du coup d'État de 2023, qui a mis fin à 55 ans de pouvoir de la famille Bongo. Il vous souviendra qu'après le coup de la libération, nous avons consulté les forces vives de la nation. De cet échange est née l'idée d'un dialogue national inclusif. Je me réjouis de la réussite de ces assises, dont les propositions seront soumises au référendum, qui aura lieu dans les prochaines semaines, conformément au chronogramme de la transition. Une nouvelle constitution issue d'une synthèse du dialogue national va être publiée, votée au Parlement, transformée en assemblée constituante, avant d'être soumise à référendum d'ici fin 2024. À Libreville, des Gabonais réagissent 1 an après le coup d'État. C'est le jour de la libération du Gabon. Il me semble que jusqu'à un passé récent, nous ne sentions pas un tel engouement, une telle liberté dans tous les sens, d'expression, de choix, de vie. Le programme des célébrations vise à mettre en avant les accomplissements du gouvernement. Des infrastructures de transport aérien, routier et maritime ont été inaugurées, dont Fly Gabon, première compagnie aérienne nationale depuis la liquidation d'Air Gabon en 2006. C'est la libération, le 30 août, c'est l'appropriation du Gabon aux Gabonais. Et donc, bien sûr, je vais fêter, je vais même encore reporter mon maillot du Gabon parce que on va fêter. Voilà. Il vient à peine de venir au pouvoir, donc step by step, nous voyons bien sûr toutes les actes qu'il pose, donc cela signifie qu'on voit un peu la différence, d'accord, mais comme on dit, un peu, ça va arriver. 1 an après le coup d'État, l'ancien président déchu Ali Bongo est resté dans sa résidence de Libreville, tandis que l'ancienne première dame Sylvia et leur fils Noureddin sont toujours détenus à la prison centrale. Le général Brice Oligui Nguema a promis de rendre le pouvoir aux civils après des élections prévues en 2025. Quand les ânes ne suffisent plus à gérer la crise des déchets à Bamako au Mali,
Il faut donc croire que des mesures perspicaces s'imposent. En effet, les ânes jouent un rôle prépondérant dans la collecte des ordures dans la capitale du pays. Mais des experts sont d'avis que Bamako a besoin d'une meilleure infrastructure pour faire face à l'amoncellement des déchets qui envahissent la ville. Alexandrie Lononio, toujours pour VOA Afrique. Yacouba Diallo utilise les ânes Keita et Kanté pour tirer sa charrette dans Bamako et ramasser les ordures dans les rues. La ville croule sous les déchets et les animaux sont en première ligne dans la bataille pour les gérer. Ils constituent une alternative plus abordable aux véhicules motorisés. Yacouba Diallo est l'un des nombreux conducteurs de charrettes à ânes qui sont payés directement par les ménages et peuvent gagner jusqu'à 100 000 francs CFA par mois, soit environ 165 $. Je voudrais faire ce travail avec un camion, mais je n'ai pas les moyens d'en acheter un, alors j'utilise les ânes et la charrette. Je demande aux responsables des déchets d'enlever les ordures de la décharge pour que je puisse faire mon travail correctement. La décharge est devenue une montagne d'ordures. Voici la montagne d'ordures dont parle Yacouba, la décharge de Badalabougou. Les collecteurs d'ordures et leurs ânes amènent leur chargement ici et dans d'autres décharges aussi encombrées. Bien que le réseau de charrettes à ânes de la ville échappe totalement au contrôle de l'État et puisse sembler désordonné, il existe des systèmes d'organisation qui ont évolué pour gérer les travailleurs. Nous gérons le site ici, nous gérons l'argent à la fin de chaque mois, c'est notre travail. Comme vous pouvez le voir, les charrettes à ânes viennent ici et nous notons leur nom. L'avantage d'utiliser les ânes pour cela ne peut être surestimé. Nous travaillons avec des charrettes à ânes, une voiture ne peut même pas accéder à cet endroit. Comme beaucoup de capitales africaines, Bamako a connu une croissance si rapide que les infrastructures n'ont pas pu suivre le rythme de l'exode rural. Les services publics de gestion des déchets sont totalement absents. Le Mali avait conclu un contrat avec une société marocaine, Ozone, qui gérait une partie des déchets de la ville. Mais les autorités maliennes n'étaient pas disposées à payer les frais impliqués, selon l'expert en gestion des déchets et ancien employé de la ville, Bamadou Sidibé. Depuis le départ d'Ozone, le Mali n'a plus aucune gestion publique des déchets et les charrettes à ânes sont le seul moyen pour les ménages et les entreprises de se débarrasser de leurs ordures. L'ensemble des institutions qui doivent intervenir et qui doivent traiter les questions de gestion des déchets ne jouent pas pleinement leur rôle. Je prends au niveau de l'État. L'État doit réaliser des infrastructures. Parmi ces infrastructures, il y a la construction des décharges qui doivent recevoir l'ensemble des déchets de la ville de Bamako. Bon, depuis l'indépendance à la date d'aujourd'hui, Bamako ne dispose pas de décharges opérationnelles qui répondent techniquement aux normes. Dans cette capitale tentaculaire en pleine expansion, un élément de la silhouette clairsemée de la ville se détache du reste, une montagne géante d'ordures qui s'est développée de manière incontrôlée au cours des derniers mois. Un petit tour par l'Afrique du Sud s'impose où la transition énergétique prend de l'ampleur. La centrale solaire thermodynamique de Redstone, construite par une entreprise chinoise, produit désormais l'électricité 24 heures sur 24 grâce à des technologies de pointe. Avec ses 100 MW de puissance, elle permet d'économiser 440 000 tonnes de CO2 chaque année. Une avancée majeure pour la planète, bien sûr. Et c'est un reportage signé CGTN, média partenaire. Voici le site du projet de centrale solaire à sel fondu de 100 MW de Redstone, à 200 km de Kimberley, dans le cadre de la coopération sino-sud-africaine en énergie renouvelable. L'Afrique du Sud, influente sur son continent, soutient activement la transition bas carbone grâce à un ensoleillement annuel important. La densité énergétique solaire au site de Redstone atteint 2800 kWh par mètre carré par an, l'une des plus élevées au monde. Clayton, ingénieur en mécanique du projet Redstone, effectue une dernière vérification de la canalisation avant le test de production d'eau chimique, et ce sans sous-pression. Le test de production d'eau chimique est un jalon crucial avant la mise en service du projet. La tour à sel fondu utilise l'énergie solaire réfléchie par des héliostats pour chauffer les sels dans l'absorbeur de chaleur.
transformant ainsi l'énergie solaire en énergie thermique, puis cinétique, mécanique et enfin en électricité. L'eau chimique est essentielle au transfert d'énergie et au fonctionnement fiable du système, garantissant la réussite de sa mise en service. Yes, we are finished, but we just want to run the pumps on its own for about 2 hours, just to check if there's any problem, also to check if it's going in the proper direction for rotation. 就像我们平时日常生活中用的开水壶一样，那些水都是未经过处理的，经常会发现有很多水垢，这些对我们这个机组的还有系统的安全运行是有很大隐患的。所以说，我们需要将这些杂质啊，还有一些不必要的元素，将它清理掉。The pressure was high at the start, but I think at the moment we have it under control. Each person knows his or her roles and responsibilities, what to do, when to do it. So I think we have it quite under control at the moment. 2 jours plus tard, le test de production d'eau chimique sera lancé. Mais avant cela, l'arrivée d'un groupe de visiteurs vient briser la tension ambiante. Des enfants d'une école locale ont visité le projet sur invitation du constructeur. Les imposantes tours solaires, visibles de loin, sont devenues un sujet de conversation dans la région. This is our mirror assembly. These units can reflect the sunshine to the top of our tower. Those mirror apartment movers, the sound move like automatically. Yeah, every minute is move. Trick the sun. The sun position like this. I really think that if someone sees something firsthand instead of just reading from the book, because the kids were quite excited, they had quite a lot of questions, and they were really amazed by this engineering mega structure that we are busy with here in the Good project. I must say some of them, they even mentioned that they do aspire to come and work here one day. 2 jours plus tard, le test de production d'eau chimique est un succès. La centrale a produit un sang sain et est prête à transformer la lumière en électricité. Début 2024, la centrale a été raccordée au réseau et mise en service. Elle devrait fournir environ 480 gigawattheures d'électricité propre au réseau national sud-africain, en répondant ainsi aux besoins en électricité de 200 000 ménages sud-africains. Vue du ciel, la centrale solaire ressemble à une fleur épanouie au milieu du désert. À l'autre bout du continent africain, sur le sol marocain, une autre fleur du désert éclot doucement, révélant une vitalité unique. Le projet de la centrale solaire Noor Ouarzazate 3, mise en service en 2018, injecte chaque année 530 millions de kilowattheures d'énergie propre dans le réseau marocain, soutenant le développement durable et la protection de l'environnement au Maroc. Ces dernières années, dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine, la Chine a lancé des centaines de projets sur les énergies propres en Afrique. À l'heure de la transition énergétique mondiale, Chine et Afrique partagent technologies vertes et savoir-faire pour un avenir plus propre et prospère. Parlons à présent de la coopération entre la Chine et l'Afrique à travers le regard de la jeunesse du continent qui estime que la dite coopération ne favorisait pas seulement un modèle économique gagnant-gagnant, mais qu'elle approfondissait également la compréhension mutuelle et l'amitié entre les peuples. Un élément signé CGTN. La coopération Chine-Comores est une coopération très approfondie. Sur le plan culturel, la langue chinoise elle est enseignée aux Comores. Donc il y a des Comoriens qui apprennent à parler chinois. Il y a aussi toutes les activités culturelles comoriennes intéressent beaucoup l'ambassade de Chine aux Comores. Et sur le plan de la coopération, que ce soit diplomatique ou autre, nous avons de très bonnes relations et nous nous entendons très bien avec la Chine qui nous apporte beaucoup un oreille attentif sur l'accompagnement économique. La Chine a réalisé plusieurs routes aux Comores. Ça a un impact positif
sur la population. La population comorienne, elle est consciente que la Chine est un partenaire de marque et de choix. C'est un partenaire qui nous rassure énormément, puisque les Chinois sont aux Comores comme s'ils sont chez eux. Ils sont à l'aise. Si on les voit là-bas, nous qui avons eu la chance de venir ici, on remarque effectivement qu'ils sont comme chez eux. C'est quelque chose de très intéressant, le fait de promouvoir le partenariat entre la Chine et d'autres pays. Il ne dirait pas seulement que l'Afrique. C'est vrai qu'avec l'Afrique, ça nous plaît énormément. Ça permet à nos populations d'avoir plus de visibilité dans le développement, d'amorcer un développement qui ne dit pas son nom. Parce qu'à travers ce partenariat, il y a un échange, non seulement de culture, il y a un échange de savoir, il y a un échange de financement à travers le financement de projets de part et d'autre. Il y a un échange commercial qui s'installe. Donc c'est une initiative qui est à saluer. Mon pays, le Cameroun, on a des relations avec cette grande pays, cette grande puissance asiatique depuis des années. Je peux citer quelques exemples. Il y a le port en eau profonde de Kribi. Il y a aussi Palais des Sports de Yaoundé, c'est un don. Il y a aussi le Palais de Congrès. Il y a tellement des exemples à citer, surtout sur le plan infrastructurel. Il y a aussi l'autoroute qui quitte de l'aéroport de Yaoundé directement vers le centre de ville. Et on est très fiers de toutes ces infrastructures. Pour avoir été étudiant en Chine, je pense que je suis déjà un des témoins de cette coopération, parce que j'ai eu mon doctorat en Chine. Et avec les infrastructures, parce que comme je l'ai dit tantôt, nous devons mettre l'humain au centre de tout. Avec les centres de formation multisectoriels qui ont été construits par l'accompagnement de la Société Avic Internationale au Gabon, dont nous avons actuellement 3 centres multisectoriels de formation professionnelle, notamment à Libreville, à Tchengué et à Port-Gentil, et en Mbengue au sud du Gabon, à Franceville. Et dans ces centres-là, il y a bien entendu des formations qui visent ces différents domaines. Et tout nécessite des hommes qualifiés, bien formés et disponibles. Tout de suite, il y a un impact, parce que lorsqu'une entreprise s'installe, elle crée des emplois. Et après, c'est maintenant le fruit de ce qui a été réalisé. Je vous emmène en dehors du continent, cette fois-ci en France, où Pavel Durov, le patron de Telegram, mis en examen, a été libéré sous caution après 4 jours de détention. Le patron de Telegram est inculpé pour de nombreuses infractions liées à sa plateforme de messagerie. Son arrestation a provoqué de vives réactions à travers le monde. Le Kremlin avertit que ses poursuites contre un citoyen russe ne devrait pas se transformer en persécution politique. Fin de citation. Quant au chef de l'État français, Emmanuel Macron, il affirme que ce n'est rien qu'une décision politique. Henri Ridwell, Lionel Gaïma pour VOA Afrique. Pavel Durov, le patron du réseau social Telegram, a été libéré mercredi à Paris après avoir payé une caution de 5,6 millions de dollars. Il est sous contrôle judiciaire et il lui est interdit de quitter le territoire français. Les accusations sont nombreuses, allant de l'absence de mesures concernant la vente de drogue sur Telegram à l'inaction face à la diffusion de matériel pédopornographique sur Telegram, en passant par l'absence de partage d'informations sur les utilisateurs lorsque cela est demandé dans le cadre d'enquêtes criminelles, allant jusqu'à des accusations de blanchiment d'argent. L'avocat de Durov, David Olivier Kaminski, a déclaré que Telegram respecte les lois de l'Union européenne. J'ajouterai qu'il est totalement absurde de penser que le responsable d'un réseau social puisse être impliqué dans des faits criminels qui ne le regardent pas ni directement ni indirectement. Durov, un citoyen russe, français et émirati, a fondé en 2013 la société Telegram basée à Dubaï. Sa fortune est estimée à plus de 15 milliards de dollars. Les enquêteurs français affirment que Telegram n'a pas respecté les lois sur la modération des contenus.
Ils sont largement perçus comme des mauvais élèves lorsqu'il s'agit de supprimer des contenus illégaux publiés par des utilisateurs. Et si c'est vrai, s'ils ont été informés par des utilisateurs d'un contenu spécifique qui violait la loi et qu'ils ne l'ont pas supprimé, alors ils auront perdu l'immunité en vertu de la grande loi européenne sur ce sujet, le Digital Services Act. Elon Musk, propriétaire de la plateforme du média social X, anciennement Twitter, a écrit un article de soutien à Durov. Musk a republié un commentaire intérieur selon lequel la modération était en fait de la censure. Musk est probablement inquiet des implications, a déclaré McIntyre. Il n'est pas impossible qu'une action similaire soit prise contre lui personnellement. Telegram compte plus de 900 millions d'utilisateurs dans le monde. L'application est largement utilisée par les armées russes et ukrainiennes dans le cadre de la guerre menée par Moscou contre l'Ukraine. J'ose croire que belle a été cette tournée informative. À demain, même heure. Et bien sûr, prenez soin de vous. Au revoir.